On va commencer avec la première série de TD en magnétostatique. Dans l'exercice, ça passe sur quoi? Donc ici, application des symétries en magnétostatique. Déterminer l'orientation du pseudo-vecteur champ magnétique P de M en un point M pour la distribution du courant électrique suivant. Un fil rectiligne infini et une spire circulaire. Déterminer l'orientation. Ici, on ne demande pas de calculer. On veut juste trouver l'orientation du pseudo-vecteur champ magnétique en un point M pour la distribution du courant électrique suivant. Fil rectiligne infini et pour une spire circulaire. Donc je répète, on ne demande pas de calculer ici, on demande juste de trouver l'orientation, donc c'est-à-dire la direction, quoi. Direction et sens. Voilà. Ok, nous allons commencer avec le fil rectiligne infini. Donc prenons le fil rectiligne infini. Bon, vous savez ce que c'est? C'est un fil très long, infiniment long. Bon, ça ne s'arrête pas, hein. Infiniment long. Donc, on veut trouver la direction du champ magnétique en un point M quelconque de l'espace. Pour un fil, comme vous êtes face à une distribution comme un fil ou bien comme un cylindre, prenez un repère cylindrique. Le repère cylindrique, c'est celui qui est la plupart du temps le plus approprié pour étudier la chose en général. Donc, ici, je vais prendre un point M quelconque de l'espace et je vais le repérer par ces coordonnées cylindriques. Mais là, il faut que je définisse le repère cartésien associé. Je vais prendre l'origine ici. Je vais prendre O comme origine. Ok. O. Maintenant, je vais définir deux autres axes. Je vais définir deux autres axes. L'un comme ça et l'autre comme celui-ci. Voilà. Je vais définir deux autres axes comme ça. Oui. Est-ce que le fil rectiligne peut être oblique ou horizontal? Peu importe. Peu importe. Que ce soit oblique, horizontal, peu importe. Mais bon, faites le dessin de façon telle que je l'ai fait, quoi. Cela vous facilitera la vie. Parce que imaginez que vous dessinez un repère comme ça, ça va vous chauffer, quoi. Là-dessus, vous n'allez pas bien voir ce qui se passe. Bon, en tout cas, moi, je trouve que le fait de le placer comme ça, sinon, en fait, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Voilà. Ok. Donc, nous avons un repère comme ça. En fait, le fil, c'est celui qui est en blanc. Hein. C'est celui qui est en blanc. Maintenant, je définis les axes OX, OY et OZ. OZ même, c'est l'axe du fil. Voilà. Vous savez, en coordonnées cylindriques, un point M est repéré comment? Pour repérer un point M, on le projette en bas d'abord. Le point M, on va le projeter dans le plan OXY. On le projette comme ça. Et puis ça tombe sur le plan OXY. Une fois que on tombe sur le plan OXY, on le projette sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc sur l'axe OX et sur l'axe OY. Bon, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est pas besoin de tout ça là même. Le point là, habituellement, le point qui est en bas ici, on le note habituellement H même. Peu importe. Je vais relier le point O et ce point-ci. Voilà. Donc, et on a les vecteurs en coordonnées polaires qui sont quoi? Donc, ce point, je vais l'appeler H. Voilà. Voilà, ce point-ci, je vais l'appeler H. Maintenant, les vecteurs, ce vecteur-ci, je vais l'appeler UR. C'est UR, qu'on appelle souvent. Sa perpendiculaire est appelée U θ, c'est-à-dire l'autre vecteur, quoi, celui-là. On l'appelle U θ. D'accord. Maintenant, le vecteur UZ, quant à lui, c'est celui-là. UZ. Voilà. Donc, on a les trois vecteurs UR, U θ et UZ. Voilà. Maintenant, pour trouver la direction du champ magnétique, souvent on se sert des plans de symétrie ou d'antisymétrie. Voilà. J'explique ce que c'est qu'un plan de symétrie et ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie de façon concrète, quoi. Comment est-ce que vous faites pour savoir si un plan est de symétrie ou bien d'antisymétrie? Ok. Si vous prenez, disons, vous prenez un circuit comme ceci par exemple. Vous prenez un circuit comme ceci. Vous prenez un circuit. Et puis il est traversé par un courant. Le courant comme ça. Le courant passe comme ça. Et vous voyez, le courant passe comme ça. Imaginez maintenant qu'il y a un plan qui le coupe en deux.
comme ceci. Le plan le coupe en deux, quoi, comme ceci. Il y a un plan qui le coupe en deux. Donc un plan comme ça, par exemple. Donc quelque chose comme ça, quoi. Une situation comme ceci. C'est comme si le plan le coupe en deux, quoi. Vous voyez l'idée. Ok. Maintenant, imaginez que le plan que j'ai pris là. Et bon, je dis le courant passe comme ça. Le plan là, il le coupe en deux parties qui sont symétriques. De façon mathématique, purement mathématique, le plan que j'ai pris, je dis que c'est un plan de symétrie pour le carré. Maintenant, pour le physicien, c'est pas forcément, disons, la géométrie qui compte. En fait, de façon géométrique, c'est un plan de symétrie. Maintenant, on va tenir compte du sens du courant. Le physicien tient compte du sens du courant et dit plan de symétrie ou d'antisymétrie. Donc, pour savoir si c'est vraiment un plan de symétrie en magnétostatique, il faut tenir compte du sens du courant. Maintenant, comment? Voilà, comment? Imaginez que le plan là est un miroir. Le plan que j'ai pris là, imaginez que c'est un miroir et que le courant passe comme ça. Le courant passe, dans le miroir, le courant va passer comment? Imaginez qu'il y a un miroir ici, quoi. Il y a un miroir ici. Donc, que ça là, c'est un miroir en fait. Imaginez que c'est un miroir qui le coupe en deux. Est-ce que vous voyez? Si le courant passe comme ça, de ce côté-ci, dans le miroir, le courant passe comment? Ça passe comme ça. Ça s'oppose à celui. Ça s'oppose au sens qui devait être ici. Donc, ça devrait continuer ici comme ça. Ça devrait continuer comme ça. Vous voyez que ça va dans l'autre sens. On va dire que c'est un plan antisymétrique. Est-ce que vous voyez l'idée? Mais si c'est que ça devait suivre le même sens, dans ce qu'on dit que c'est un plan de symétrie. C'est bon? Ok. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ici, je vais déceler un plan de symétrie ou d'antisymétrie. Bon, j'ai donné un exemple de plan d'antisymétrie dessus, mais je n'ai pas donné d'exemple de plan de symétrie. Je vais en donner. Imaginez que je prends la même chose, circuit carré. Mais je prends un plan qui, bon, disons pas forcément carré, mais supposons quelque chose de cylindrique cette fois-ci. C'est bon, donc c'est un cylindre. Imaginez que c'est un cylindre. Ok, et puis le courant passe comme ça. Maintenant, imaginez que j'ai pris un plan qui le partage comme ceci. C'est comme vous partagez le pain, quoi. C'est bon? Voilà. Maintenant, le courant passe comme ça. Dans le miroir, le courant, est-ce que ça va passer comme ça ou bien comme ça? Ça va aller juste comme ça. Non? Donc, on va dire que le plan que j'ai pris comme ça, c'est un plan de symétrie. Est-ce que vous voyez? Ok, donc là, venons ici. Donc, pour le cylindre, c'est-à-dire le cylindre, c'est ça qui est l'axe OZ. C'est bon, c'est le cylindre qui est porté par l'axe OZ, infiniment long. Vous voyez, si je prends le plan passant par le point O, le point H, le point M, le plan passant par le point O, le point H et le point M, c'est-à-dire en fait, pour matérialiser ça, je pourrais en fait tracer la parallèle. Je vais tracer la parallèle à OH passant par M, la parallèle à droite OH passant par M, quelque chose comme ça. Le plan dont je parle, je vais le hachurer, vous allez voir. Le plan dont je parle, c'est le plan, c'est celui-ci, quoi. Vous voyez le plan que j'ai dit, le plan formé par le rectangle OHM. Bon, peut-être j'appelle le point là P par exemple. Le point qui est de ce côté, j'appelle par exemple P. Je parle de ce plan-ci en fait, le plan là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, moi. Voilà, ce qui est ici en fait. C'est un plan qui passe par le fil. Il passe par le fil, quoi. Donc en fait, ça correspond en fait au cas où, le cas du cylindre que j'ai pris tout de suite là, où le plan partageait le cylindre en deux. Vous voyez, le plan OHMP là, c'est un plan comme ça. Est-ce que c'est un plan de symétrie ou d'antisymétrie? Voilà, c'est un plan de symétrie. Donc nous dirons que le plan passant par O, bon, certains diront plan, c'est-à-dire pour caractériser le plan OHMP, pour caractériser le plan, certains diront plan passant par O, et de vecteur directeur UR. Vous voyez, UR est dans le plan, quoi. UR est dans le plan, vous voyez ça, non? UR est dans le plan. UZ même est dans le plan. Donc, on va dire le plan passant par O et de vecteur directeur UR et UZ. Donc, on va dire que ce plan-là est un plan de symétrie. Donc, nous dirons que le plan passant par O, le vecteur directeur UR et UZ, voilà, est un plan comment? Est un plan de symétrie de la distribution. De symétrie.
donc le plan passant par O du vecteur directeur URZ est un plan de symétrie du fil. Maintenant, vous devez connaître cette propriété. Lorsqu'un point M, si M appartient à un plan de symétrie, je vais noter les plans de symétrie pi indice plus. Lorsqu'un point M appartient à un plan de symétrie, le champ en M est perpendiculaire au plan de symétrie. C'est bon. Mais si le point M appartient plutôt à un plan d'antisymétrie, le champ passant par M a la direction, mais il appartient au plan d'antisymétrie. C'est ça l'idée, quoi. Ok. Donc ici, le plan OURZ est un plan de symétrie du fil. Maintenant, vous allez remarquer que le point M est dans ce plan. Le point M, il est dans le plan en question. Voilà. Donc comme M appartient à ce plan, comme M appartient au plan passant par O et du vecteur directeur URZ, alors quoi? Alors le champ en M est perpendiculaire à ce plan. Donc voilà. Donc comme le point M est dans le plan OURZ, alors le champ en M est perpendiculaire à ce plan. Voyez non. Il est perpendiculaire à ce plan. Et vous savez, dans un repère cylindrique, le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à URZ, c'est quoi? La normale à URZ, c'est le troisième vecteur, c'est Uθ. C'est bon, quand vous avez un coordonnée cylindrique, UR, Uθ, UZ constitue une base orthonormée, quoi. Donc, si un vecteur a la fois normale à UR et à UZ, c'est qu'il est porté par Uθ. Donc, on va dire que le champ magnétique est collinéaire à Uθ. V de M à la direction de quoi? Du vecteur Uθ. Vous devez retenir cela. Pour un fil, lorsque vous avez un fil infini, ici OZ, le champ magnétique créé par le fil au point M est porté par Uθ. Entre le point M, le champ est orthoradial. On dit que le champ est orthoradial. La radiale, c'est UR. Donc, orthoradial. Uθ, je pourrais encore le représenter ici. Il est comme ça, Uθ. Donc, ça veut dire que quand vous avez le fil, en gros, quand vous avez le fil, vous avez un point M. Vous trouvez la direction du champ magnétique. Vous devez tracer d'abord la radiale. Ce que j'appelle la radiale, c'est la perpendiculaire, quoi. Cette droite-là, elle doit être perpendiculaire. Il doit avoir un angle droit. Donc, vous prenez encore la perpendiculaire, la radiale. Le champ est porté par... Voilà, le champ est orthoradial. C'est ça l'idée. Est-ce que vous suivez ça? C'est-à-dire de façon plus claire. C'est-à-dire que, imaginez que ça c'est le fil. Imaginez que ça c'est le fil. Je voulais trouver le champ magnétique en un point M qui est ici. En gros, si le champ magnétique en un point ici, vous devez prendre, ça doit être comme ça, quoi. Est-ce que vous voyez? Vous tracez la radiale. Vous tracez la radiale et puis vous prenez la perpendiculaire à la radiale. Est-ce que vous voyez? En un point M qui est ici, ça doit être comme ça. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça que je vais vous montrer. C'est perpendiculaire à la radiale. Est-ce que vous voyez l'idée? Ok, c'est bon, c'est bon. On dit que le champ magnétique est orthoradial. Maintenant, il reste quoi? Il reste le sens. Il reste le sens, non? Oui, parce qu'il n'y a pas de direction, il reste le sens. Pour le sens, vous pouvez appliquer la règle du bonhomme d'Ampère. Par exemple, vous imaginez qu'un gars est couché sur le fil. Comme ça, c'est notre gars, ça. Le courant lui traverse les pieds vers la tête. Donc, je suppose que le courant va comme ça, par exemple. Et donc, le courant traverse. C'est-à-dire que mon bonhomme ne devait pas être comme ça, quoi. Mon bonhomme ne devait pas être comme ça. Le courant doit lui traverser les pieds vers la tête. Le bonhomme doit regarder le point où vous trouvez le champ magnétique. Donc, le bonhomme doit regarder donc vers le point M. Et je vois, le bonhomme doit regarder là. Et quand le bonhomme regarde là, il lève sa main gauche. Sa main gauche ira-t-il dans le sens de Uθ ou bien dans le sens contraire de Uθ? Et sa main gauche ira comme ça ou comme ça, quoi. Est-ce que ça ira comme ça ou comme ça? Il ira dans le sens de Uθ. Le bonhomme, voilà, c'est ça. En gros, le bonhomme est debout, exactement comme moi, c'est ça, non? C'est comme le courant qui traverse des pieds vers la tête. Et le gars, il laisse sa main gauche. Ça doit rentrer dedans, quoi. Ça doit aller vers Uθ. Bon, c'est ça l'idée. Vous avez compris? Donc ici le champ magnétique est porté par Uθ. Donc on va dire que le champ magnétique a la direction mais aussi le sens de Uθ avec la règle du bonhomme d'Ampère. Voilà, donc finalement le champ magnétique ça dépend de R, de θ et de Z et c'est porté par quoi? Uθ. S'il était que c'était dans le sens contraire de Uθ, j'allais mettre le signe moins ici. Mais comme ce n'est pas le cas, on enlève ça. Voilà.
Non, l'énoncé ne doit pas vous donner ça. Si l'énoncé ne donne pas, vous précisez votre sens du courant que vous travaillez avec. Sinon, l'énoncé doit préciser ça. Si l'énoncé ne précise pas, vous-même vous mettez un sens pour le courant. Ça veut dire que lors de la correction, doit tenir compte de votre sens du courant, quoi. Donc, le champ en M, oui. Et pour la dernière relation, est-ce qu'on obligé d'écrire que B dépend de là? B. Ce qui est en parenthèse, on est obligé d'écrire ça. On peut mettre B, M, θ. Oui, vous pouvez aussi mettre ça. C'est parce que ici, le point M est en quelque sorte repéré par R, θ et Z. Ouais. Donc, sinon, pas de problème. Bon, maintenant, je pense que ici on a juste demandé d'étudier, de donner l'orientation. Est-ce qu'on a demandé autre chose? Si on voit dans les l'épreuve, on demande détermine l'orientation du pseudo-champ magnétique. Mais on n'a pas dit d'appliquer les invariantes pour voir les variables dont il dépend. Mais bon, je vais quand même voir, je vais quand même essayer de voir les variables dont dépend le champ magnétique. Voilà. Je vais voir les variables dont le champ magnétique dépend. Le champ magnétique dépend de quoi précisément? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que ça dépend de R, de θ, de Z, ou bien est-ce que le champ magnétique ne dépend pas? Il se pourrait que le champ magnétique ne dépende pas du θ. Il se pourrait que le champ magnétique ne dépende pas de Z. En tout cas, quand on dit d'étudier, ce qu'on vient de faire là, c'est l'étude des symétries, quoi. Quand on parlait de plan de symétrie, plan d'antisymétrie, des trucs comme ça, ça c'est l'étude des symétries. Mais dans des fois, on nous demande aussi d'étudier les invariances. On n'a pas demandé ça ici, mais je vais le faire quand même. C'est bon. Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est l'étude des symétries. Donc on a étudié les symétries du couleur. On a vu que voilà, le plan là était un plan de symétrie. Je vais étudier les invariances. Étude des invariances. Voilà. Quand on parle d'invariance, en fait, c'est quoi? Invariance. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Imaginez qu'il y a un aimant comme ça. Imaginez qu'il y a un aimant comme ceci. Ok, c'est un aimant. Hein. Imaginez que c'est un aimant. Si vous le bougez comme ça, imaginez que vous le bougez comme ça. Est-ce que s'il y avait une aiguille, quelque part une aiguille aimantée, est-ce que l'aiguille allait bouger quand je tourne l'aimant? Oui, ça allait. On va dire que l'aimant n'est pas invariant par rotation, par la rotation que je fais. L'aimant que j'ai pris n'est pas invariant lorsqu'on le tourne. Parce que quand le tourne, le champ qui crée varie aussi. En un point M de l'espace, le champ qui crée en un point M varie, quoi. Mais par contre, si la distribution était circulaire, imaginez que c'était par exemple l'aimant pour les tailleurs, ce qu'il y a dans les radios là, bon, là. Si je tournais ça, ça n'allait pas faire bouger les trucs, parce que rien ne change. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Imaginez un aimant comme ça, okay, forme parfaitement circulaire, et puis vous le tournez comme ceci. Ok. Le champ qui crée en un point quelque part ici ne va pas varier parce que vous le tournez. Parce que comme le tournez, vous n'avez rien changé en fait. C'est toujours la même situation. Est-ce que vous voyez l'idée? On va dire que notre aimant est invariant par quoi? Par rotation. Autour de l'axe, bon, de cet axe-là, un axe qui sort. Un axe comme ceci. Touche. Voilà. Est-ce que vous voyez l'idée? On va dire que l'aimant est invariant. Donc c'est ça l'idée d'invariance, quoi. Maintenant, imaginez maintenant un fil qui est infiniment long. Infiniment long, un fil. Quand je dis infiniment long, c'est que ça part de qui pour aller vers qui? Ça part de chez Satan pour aller vers Dieu. Un fil qui est comme ça. Maintenant, si on bouge le fil, si on le bouge comme ça, le fil est comme ceci. Il est infiniment long. Si on le bouge comme ceci. Le champ qui crée, normalement, imaginez qu'il y a un aimant. Imaginez qu'il y a un aimant qui est comme ça. Imaginez qu'il y a un aimant qui est comme ça, exactement comme ceci. Voilà, court. Et puis je place une aiguille ici. Si je bouge comme ça, l'aiguille doit bouger. L'aiguille doit forcément bouger quand je bouge comme ça. L'aiguille aussi va bouger, c'est tout à fait naturel. Ou bien, parce que la preuve, même si je l'éloigne, il se pourrait qu'il n'exerce même plus de champ sur la chose. Est-ce que vous voyez? Par contre, imaginez que c'était infiniment long. Si c'était infiniment long, lorsque vous bougez là, rien ne change. Parce que c'est comme si la situation n'a pas changé. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, on va dire que le fil infini est invariant par translation. Lorsque le fil est infini, il est invariant par translation de un vecteur qui est collinéaire à l'axe du fil. Est-ce que vous voyez? Par contre, si vous le translatez comme ça là, ça ne marche pas. Hein. Le champ va changer. Donc, mais quand même, par rapport à cette axe, par rapport à cette direction, c'est invariant. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, ok. Donc, on m'a dit que notre fil
comme le fil est infini, comme pour un fil qui est fini, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Comme le fil est infini, comme le fil est infini, il est invariant. Il est invariant par quoi? Par translation de direction, celle de quel vecteur? De direction, voilà, celle de UZ. Donc dans ce cas, on dit que le champ magnétique ne dépend pas de Z. Dans ce cas, le champ magnétique, c'est-à-dire que le champ magnétique ne dépend pas de là où le point M, de sa hauteur, quoi. Si le point M est ici, ou bien qu'il soit ici, peu importe là où il est, c'est le même champ magnétique. Est-ce que vous voyez l'idée? Ça ne dépend pas de, parce que le fil est infini. Donc on dit que le champ magnétique ne dépend pas de Z, quoi. En gros, en fait, pour le point M qui est ici, là, voilà, et un autre point qui serait peut-être, non, qui serait aussi ici. On va, voilà, pour un point M qui serait, je vais prendre la même valeur de Z. La même valeur de Z. Non, pas forcément. Voilà, pour un autre point qui serait ici, qui est un peu en bas. Donc, en gros, pour un point M qui serait un point, pour le point N qui est ici, là, comme ils ont la même valeur, disons, le Z change, non, le Z varie quand même. Le Z a varié, mais les autres composants sont restés les mêmes. Là, ce point M est repéré par un Z, peut-être. Le Z, ça se mesure par rapport à ça, c'est la hauteur, quoi. C'est de HM. Alors que ici c'est HN, mais les champs seront les mêmes. Le champ en M sera la même chose que le champ en N. C'est ce qu'on est en train de dire, que le champ ne dépend pas de la côte. Quand le fil est invariant par translation autour d'un axe, le champ ne dépend pas de la composante sur cet axe. On va dire que BM ne dépend pas de quoi? Ne dépend pas de Z. Ne dépend pas de Z. Maintenant, vous allez voir que notre fil est aussi invariant lorsque on le tourne. C'est-à-dire le fil, quand on le tourne, c'est quasi évident, quoi. C'est-à-dire, imaginez un fil comme ceci, qu'on tourne. Imagine que je tourne ceci, c'est un fil. Quand vous le tournez là, le champ qui crée ne change pas. Ça ne change pas parce que vous le tournez que le champ qui crée va. Puisque bon, c'est quasi évident, quoi. On va dire que le champ ne dépend pas de l'angle θ. On va dire dans ce cas que le champ magnétique ne dépend pas de l'angle θ. Donc on va dire qu'il y a aussi invariance par rotation d'un angle θ autour de OZ. Voilà, ou bien d'un angle quelconque autour de OZ. Et il y a aussi invariance par quoi? Invariance par rotation. Voilà, par rotation d'axe OZ. Donc le champ magnétique ne dépend pas de θ. Et M ne dépend pas de l'angle aussi, quoi. Ne dépend pas de θ. Finalement, le champ magnétique dépend seulement de quoi? Il ne dépend ni de Z ni de θ. Ça dépend seulement de R. Donc, on va écrire finalement que le champ magnétique, qui n'est pas le fil, dépend juste de la distance R. Donc, c'est la forme BR fois quoi? UT. On n'a pas demandé de faire ça précisément, même au cas où on demandait. C'est comme ça qu'on utilise les invariances. Les invariances permettent de savoir de quelle variable dépend le champ magnétique. Ok, donc je pense que c'est tout pour la question sur le fil. Maintenant, on passe à l'autre. L'autre, il me semble que... Oui. Est-ce qu'il se pourrait que le champ ne dépende d'aucune variable? Est-ce qu'il se pourrait que le champ ne dépende d'aucune variable? Donc, si le champ ne dépend d'aucune des variables, ça veut dire que le champ est constant, ça. Ça veut dire que si le champ ne dépend de rien, ça veut dire que c'est une constante. C'est les constantes qui ne dépendent de rien. Par exemple, 2. 2 ne dépend pas d'une variable x, y. Ça veut dire que le champ est constant. Pourquoi pas? Il se pourrait. Donc là, ça dépend de la situation. Dans une région où le champ magnétique est constant, on va dire que le champ ne dépend d'aucune variable là-bas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Okay. Sinon, on passe aux distributions habituelles, comme par exemple fil, cylindre, des trucs là. Le champ n'est pas constant. Le champ varie. Voilà. Maintenant, on passe à quoi? Voilà. On parle maintenant de SPI, n'est-ce pas? Voilà. Une SPI circulaire. On va prendre une SPI circulaire, voilà la direction du champ magnétique et par la SPI. Donc voilà notre SPI circulaire. Voilà. Bon, SPI circulaire, c'est
vos bracelets là, des trucs comme ça, de façon un cercle. Donc c'est ça, traversé par un courant d'intensité petit i. Ça aussi, ça peut prendre, ça peut être grand. Ça peut être. Ça peut être grand. Oui, ça peut, vous pouvez voir. En fait, le dessin que j'ai fait, vous devez comprendre que le dessin que j'ai fait, c'est quoi précisément? C'est un dessin où il y a la chose comme ceci. La chose comme ceci. C'est comme si, c'est là, bon, c'est pas un cercle, mais vous voyez ça comme un cercle. C'est le dessin que je viens de faire. Et vous voyez, c'est dans l'espace. C'est parce que c'est difficile quand même de dessiner ça là dans le plan. Hein. Voilà. Mais si je voulais dessiner ça dans le plan, ça serait comment? Ça serait comme ceci. Hein. Oh, oh. Avec le noir, c'est pas idéal quand même. C'est comme quelque chose comme ça, quoi. Si je voulais dessiner dans le plan là, ça va être comme ça. Donc, je pourrais aussi dessiner autrement. Je pourrais dessiner ça aussi comme ceci, par exemple. Voilà, là, voilà. Il faut comprendre chaque dessin en fait. Il faut comprendre chaque dessin. On peut dessiner ça de trois façons là. Ok. Le deuxième cas. Ça. Oui. Est-ce que ça va être les mêmes choses que ce cas? Oui, c'est la même histoire. C'est juste que, voilà, on a posé ça autrement, sinon, ça ne change rien. Ici, vous devez voir comme si je l'ai déposé dans le plan. Ça, je l'ai déposé dans le plan. L'autre, c'est un dessin dans l'espace. Les deux autres là, c'est un dessin dans l'espace. Ceci, il est dans le plan direct. Donc, en fait, par exemple, là, sur ce dessin-ci, sur ce dessin-là, l'axe du fil est comme ceci, peut-être. Donc, le premier, l'axe du fil est comme ceci, OZ, quoi. Le premier, l'axe du fil, c'est ça. Ici, l'axe est comme ceci. Est-ce que vous voyez? Mais ici, je ne peux pas dessiner l'axe dans le plan. Je ne peux pas dessiner ça ici. Parce que c'est comme si ça sortait, quoi. Ça sortait de l'écran, quelque chose comme ça. Donc, il faut comprendre chaque situation. Ce que nous allons faire ici, c'est de trouver la direction du champ magnétique en un point M de l'axe. On va trouver ensemble comment est le champ magnétique en un point M de l'axe du fil. Si on prend un point M de l'axe là, comment est le champ magnétique? On va dessiner aussi, on va parler de plans de symétrie, plans d'antisymétrie et autres. Donc, on va aussi dessiner les plans de symétrie et d'antisymétrie. Donc, imaginez que le courant passe comme ceci, voilà. Le courant I, il passe donc, ou bien soit avec ce dessin, il passe comme ceci. Bon, en fait, il faut comprendre chaque dessin. Il faut comprendre chaque dessin. Bon, ce qui m'intéresse, bon, ce qui me semble beaucoup plus peut-être simple à comprendre, c'est celui du milieu. La couleur là ne vous intéresse pas. Voilà. Maintenant, quel est ce dont je parle? Imaginez, je vais prendre deux autres axes, OX et OY, perpendiculaires à la première, qui sont dans le plan de l'axe pi. Imaginez le plan OX comme ceci et OY comme cela, par exemple. Bon, en fait, avec ce dessin, OX serait peut-être comme ça. Bon, c'est pas droit, mais bon, vous comprenez. OX est comme ça et OY est comme ça. OZ est sortant ici. Et voilà, ici, OZ est comme ça, peut-être, c'est pas trop, hein, ou OY, hein. Voilà. Donc, j'ai mis OZ comme ça, donc les autres sont OX et OY. Ouais, ici, Y ici, OX, OY, OZ. Bon, bref, si vous prenez le plan OXZ, le plan OXZ, le plan passant par O, par l'axe OX et par l'axe OZ. Voilà. C'est un plan qui est comme antisymétrie ou bien symétrie. Le plan OXZ va passer par OX, ça va partager comme ça, quoi. Puisque ça passe par OX et par OZ. Donc il vient couper en fait la chose, quoi. Il vient couper en fait le cylindre en deux. C'est comme en fait le cas que je prenais là. C'est comme si
c'est pas le signe, le cercle. C'est comme si le cercle est comme ça, c'est un cercle. Et puis on a pris un plan qui passe comme ça, quoi. L'axe OZ c'est comme un axe comme ceci. Et vous voyez, OX peut-être comme ceci. OY peut-être comme cela par exemple. OX, OY et OZ, peut-être un truc comme ça, quoi. OX et OY sont dans le plan de la spire. Donc vous voyez que le plan OIZ, tout plan qui passe par OZ en fait va passer. Le plan OIZ, si par exemple OX est comme ça, si OX est horizontal, OZ lui il est perpendiculaire, quoi. Il vous voit encore. Il est face à vous, quoi. Vous voyez. Donc le plan là, lui doit couper, le plan OIZ lui doit couper comme ça, ça. Là, il doit couper en deux comme ça. Il doit le couper en moitié. Alors que OYZ, si OY était comme ça, si OY est comme ça, OZ est comme ça, lui il couperait comme ceci. Bon bref, ce sont des plans qui divisent la chose en deux, comme vous le voyez. Soit il le divise en deux comme ça, soit en deux comme ceci. Voilà. Vous voyez que si on prend ce plan, si vous imaginez que c'est un miroir, le courant passe comme ceci, n'est-ce pas? Le courant passe ici de ce côté. Mais si ça là, vous considérez en fait ceci comme un miroir, de l'autre côté le courant allait passer comment? Dans l'autre sens. On est d'accord? Ça allait, alors que ça devait passer comme ça. C'est-à-dire c'est un plan d'antisymétrie, quoi. Ce plan est un plan d'antisymétrie. Donc les deux plans en fait sont des plans d'antisymétrie. D'ailleurs même, tout plan qui passe ici par l'axe OZ est un plan d'antisymétrie. On va le dire. On va dire que le plan OIZ et le plan OIZ là. Bon, je vais dire les plans OIZ et quoi? Les plans OIZ et OYZ sont quoi? Des plans d'antisymétrie. Des plans d'antisymétrie de la distribution de courant. Voilà. Je vous disais que lorsqu'un point M appartient à un plan d'antisymétrie, le champ en M est dans le plan d'antisymétrie. Perpendiculaire au plan de symétrie et dans le plan d'antisymétrie. Donc ici, le point M, je veux travailler avec un point M qui est sur l'axe OZ, quoi. Si un point M est sur l'axe OZ, il est dans les deux plans. On est d'accord. Il est à la fois dans OIZ et dans OYZ. Donc je vais dire que pour un point M qui est sur, voilà, pour un point M qui est sur OIZ, qui est sur OZ, pour M appartenant à l'axe OZ, le point M en question est à la fois dans les deux plans. Il est dans OIZ et il est aussi dans OYZ. Donc le champ est dans les deux plans. Ça veut dire que le champ en M, comme je l'ai dit, pour les plans d'antisymétrie, voilà, le champ est dans le plan d'antisymétrie. Donc le champ est à la fois dans les deux plans. C'est-à-dire le champ a la direction de OIZ et le champ a aussi la direction de quoi? De OYZ. Finalement, le champ est porté par quoi? Par OZ, leur intersection. Voilà, le champ est porté par OZ, M, à la direction donc de OZ. De l'axe OZ. Ça veut dire que pour un point M de l'axe de la spire, le champ est porté par l'axe de la spire. Donc en gros, pour le point M qui est ici par exemple, le champ est soit comme ceci, soit comme ceci. Maintenant il faut voir dans quel sens ça va, quoi. Il faut voir est-ce que ça va de ce côté ou bien de l'autre côté. Voilà. Est-ce que ça doit ici par exemple, est-ce que le champ est comme ça ou bien est-ce qu'il est comme ça? Maintenant il faut décider. Donc c'est le sens du courant qui vous permet de décider. On voit le courant passe comme ceci. Ici la règle du petit bouchon est appropriée. Vous tournez un bouchon dans ce sens. Le bouchon va dans quel sens? Est-ce qu'il monte ou bien est-ce qu'il descend? Vous tournez le bouchon comme ceci. Il monte, non. Donc là, on va dire que le champ est comme ceci. C'est la même chose ici, quoi. Donc le champ est comme ça, quoi. C'est bon? Donc si vous tournez un bouchon comme ça, il va dans ce sens, quoi, le bouchon. Vous voyez? Ok. Donc on va dire que finalement, le champ magnétique est porté par le vecteur UZ. Le champ magnétique B de M. Voilà. Ça dépend. Ça va être B de. Le point M est repéré par ces coordonnées qui sont 0, 0, Z. Comme il est sur l'axe OZ, quoi. Donc ça va être B de Z. Voilà, comme le champ magnétique, ça fait B de Z, UZ. Bon, on voit que ça ne dépend que de la variable Z, quoi. Donc c'est même pas la peine d'aller jouer les invariances. Tout on sait déjà que ça ne dépend que d'une seule variable ici, Z. Donc bon, c'est pas la peine. Je pense que c'est tout pour ce premier exercice, pour l'orientation. L'orientation du champ magnétique. Donc vous devez savoir ce que c'est que plan de symétrie, plan d'antisymétrie. Si un point M appartient à un plan de symétrie, le champ est perpendiculaire au plan de symétrie. Si le point M appartient au plan d'antisymétrie, le champ est dans le plan d'antisymétrie. C'est ça, appartient au plan d'antisymétrie. Voilà. Il faut aussi savoir se servir des invariances. Si il y a invariant par translation de vecteur UZ, le champ ne dépend pas de Z. Si il y a invariant par rotation d'axe OZ,
d'un angle θ, le champ ne dépend pas de θ. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir ici, quoi.